Bonjour à tous, Marie, c'est un honneur de t'écouter ce soir témoigner des échecs que tu as connus. Alors je vous présente rapidement Marie Dorin-Habert, jeune femme de 37 ans. Vous avez devant vous une véritable icône du sport français parce que tu as une carrière absolument remarquable dans le biathlon. Championne olympique à Pyeongchang, pour ta 3e participation aux Jeux, tu détiens en tout 4 médailles aux Jeux olympiques. Tu as également été 5 fois championne du monde. Tu totalises 17 médailles en championnat du monde élite. Et ouais, tout ça. Tu es retraitée du sport de haut niveau depuis 2018, année où tu crées et ouvres Z-Camp, que tu aimes définir comme que je ne me trompe pas, un hôtel à haute valeur sportive ajoutée, qui se situe dans le Vercors. C'est un hôtel que tu as ouvert avec 2 associés, ton mari Loïs Habert et Robin Duvillard. Et tu détiens également un master en biodiversité. Voilà, et donc ce soir, vous avez tout ça, mais on va se concentrer sur la partie échec dans le monde du sport de haut niveau. Et du coup, pour commencer, Marie, toi qui as évolué pendant plus de 10 ans en circuit Coupe du Monde, du coup, quelle est ta conception de l'échec, que représente l'échec quand on pratique le sport à très haut niveau ? Bonsoir à tous déjà, merci de m'accueillir parmi vous. Je suis bien heureuse d'être là ce soir. Et par rapport du coup moi au message que je vais vous faire passer, bien évidemment je vais vous parler plutôt moi de l'aspect sportif en fait, de la notion d'échec via le sport, qu'on appelle plus communément une contre-performance. On peut appeler ça un échec, mais on parle plutôt de contre-performance par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé. Et du coup voilà, donc c'est vrai que la notion d'échec dans le sport, on la vit forcément. Le sport, c'est une manière de se mettre à nu, en fait, de mettre un dossard, c'est de montrer à tout le monde finalement ce qu'on veut sur une feuille de résultat. Et on a beau mettre en face toutes les excuses que l'on souhaite, au final, il y a un résultat avec notre nom affiché à une place. La place qu'on avait visée ou la place qu'on n'avait pas du tout visée. Et l'échec, en fait, dans le sport, c'est ça. Et c'est tout un mécanisme d'acceptation des règles du jeu, qui sont de gagner ou de perdre, parce qu'il faut des perdants pour qu'il y ait des gagnants. Et tout ça, c'est un travail, parce que bien évidemment, une contre-performance, ça fait jamais plaisir, mais elle fait partie intégrante de la carrière d'un athlète. Alors on va commencer, donc j'ai évoqué ta carrière très riche de réussite, et donc on va se plonger en 2015. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment se passe la saison 2015-2016 et la saison 2016-2017 ? Alors moi j'ai une carrière plutôt linéaire, on va dire que mes premiers débuts finalement sur la grande scène, c'est les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Et puis après, ça, avec une des premières médailles olympiques, et à ma grande surprise d'ailleurs aussi. Et finalement, ça a monté progressivement jusqu'à atteindre un niveau qui m'a permis d'être régulièrement dans les 4-5 premières meilleures mondiales, jusqu'en 2014 où j'ai une blessure qui, de fil en aiguille, a conduit à une naissance, en fait. Bon, voilà. Du coup, j'ai été maman, j'ai eu la chance de découvrir la maternité en étant aussi athlète. Et finalement, je suis revenue plus forte, en fait, après la maternité. Et c'est vrai que les saisons 2015-2016 sont pour moi mes meilleures saisons. J'avais l'impression d'être le petit bonhomme de Mario Kart qui a eu l'étoile et qui vainc tout le monde, quoi. Et puis après, 2016-2017, j'ai dû laisser des plumes aussi là-dedans, dans ce surcroît d'énergie. Et c'est vrai que, 2017-2018 surtout, où en fait j'ai des signes de fatigue. Alors vous allez dire finalement quand on fait du sport c'est normal d'être fatigué, et c'est toute la difficulté de savoir si la fatigue elle est trop importante pour pouvoir récupérer suffisamment pour être performant, ou si elle fait partie de la fatigue qui est normale due à l'entraînement tout au long de l'année. Et finalement en fait non, moi je termine ma carrière en complet déclin. Alors j'ai réussi à sortir par la grande porte, mais ouf, il était temps que ça s'arrête. Voilà. Donc on est au début de la saison 2017-2018. Il y a les Jeux de Pyeongchang qui se profilent. C'est quoi l'objectif pour les Jeux, a priori, malgré la fatigue qui pointe le bout de son nez ? C'est vrai que l'année avant des Jeux, je termine la saison vraiment sur les rotules, mais finalement avec des belles performances quand même si ça oscillait entre des podiums en Coupe du Monde et puis des places qui étaient moins bonnes. C'était moins régulier. Et puis, mais quand même, je restais, j'aime pas trop forcément le dire, mais je restais la leader de l'équipe de France à cette époque-là.
Et forcément, quand on est une discipline olympique, on rêve des Olympiades, parce que c'est quand même des grands moments, des grands événements dans le sport, je m'étais imaginé que j'allais terminer justement sur une médaille olympique, que j'allais terminer sur les Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, et que ça allait me permettre de rebondir sur l'après-carrière, c'est-à-dire ouvrir un hôtel, enfin voilà, faire plein de choses, faire de la promotion gratos, enfin voilà. Et sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est-à-dire que je suis passée du statut de leader de l'équipe de France à ne plus me sélectionner aux Jeux. Parce que début de saison, j'étais trop fatiguée et j'ai pris des bonnes tannées en fait, successives sur toutes les courses. À savoir que le circuit Coupe du Monde en biathlon, ça attaque en décembre, par série de 3 courses par semaine durant 3 semaines. Idem en janvier. Et après février, c'est les grands événements, championnat du monde ou Jeux olympiques. Et ensuite, en mars, il y a une dernière série de Coupe du monde. Et sur les premières courses de décembre, j'étais râlée pas crête. Donc, enfin, vous dire, hein, c'était des 50e places, des 60e places. Enfin, voilà, pas du tout les places que j'espérais. Et je suis passée du statut d'avoir l'impression d'avoir ma place marquée dans l'avion qui partait sur les Jeux à plus du tout sélectionnable, en fait, en l'état, pour pouvoir participer à cet événement. Donc ça a été rude en fait, et ça a nécessité pour moi de prendre du recul, de faire vraiment l'état des lieux de où j'en étais à cette période-là, quoi. Et donc là, on est à peu près quand dans la chronologie, dans ce que tu nous racontes? Ben là, on est fin décembre. Le problème quand on est athlète aussi, c'est qu'on a peur de s'arrêter. C'est-à-dire que presque ne pas s'entraîner est un gros mot, parce qu'il y a tout un processus psychologique qui se met en place et on se met une sorte de pression. On se dit, si on ne s'entraîne pas, on va perdre du niveau. Et du coup, on n'ose pas s'arrêter. Et Julien Liseroux disait très justement, un skieur alpin, que le meilleur moyen de se reposer, c'était de se blesser. Et ce qui n'est pas totalement faux, c'est-à-dire qu'un athlète se repose uniquement quand il n'a plus le choix de le faire, et que même l'entourage, même le staff a beaucoup de mal à mettre un athlète complètement au repos. Quand je dis repos, c'est vraiment rien faire, pas faire d'activité sportive. Et du coup, moi, en décembre, suite à des premières Coupes du Monde catastrophiques, j'ai pas osé me reposer pour aborder les Coupes du Monde de janvier. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais m'entraîner différemment, ça ira mieux. Et finalement, en janvier, quand je rattaque, je suis toujours au même endroit, donc pas du tout là où j'espérais. Et donc toujours pas qualifiable pour les Jeux, alors que quelques mois avant, c'était une évidence que non seulement tu partais aux Jeux, mais qu'en plus tu revenais avec une médaille. Enfin, voilà, c'était dans tes objectifs. Ça faisait partie et là, tu es 50e, 60e en Coupe du Monde. Et ça va pas, quoi, à un mois et demi des Jeux. Donc, après, je vous passe les déboires qu'on connaît tous dans ces moments-là. Quand on est athlète, on est un peu centré sur notre nombril, donc on a l'impression que le monde s'effondre. Alors justement, il s'effondre comment, ce monde? Parce que c'est ça ce qui nous intéresse aussi dans l'échec. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Comment tu vis les choses? C'est déjà, après, ça permet en tout cas d'être face à une grosse contre-performance. Ça permet déjà de faire un état des lieux de déjà pourquoi en fait on fait du sport de haut niveau, les raisons profondes en fait qui nous animent à pouvoir justement se mettre en jeu, se mettre en scène comme ça. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison, mais l'idée c'est moi je sais que j'écrivais beaucoup en fait, je faisais les bilans à chaque fois de mes saisons, voilà. Et l'idée n'est pas de se mentir à soi-même en fait, parce que c'est très facile d'écrire des choses, et le fait d'écrire justement quelque chose, ça permet vraiment de se mettre à nu par rapport à soi et de mieux se connaître, c'est-à-dire de noter des choses dont on n'est pas forcément fier ou quoi, sur les motivations profondes, sur plein de choses. Et finalement, cette remise à zéro, moi, elle a été vraiment nécessaire parce qu'elle m'a permis de me dire, si ça se trouve, en fait, tu avais imaginé de finir ta carrière par quelque chose qui t'apparaissait comme le Graal. Et en fait, si ça se trouve, tu vas la finir aujourd'hui, dans l'ombre, et puis tu vas sortir comme ça et tu vas rentrer chez toi. Et en fait, quelque part, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'à la maison, j'ai une famille qui m'attend, qui s'en fout des résultats sportifs, même si mon mari comptait quand même pas mal sur moi pour parler de l'hôtel. Mais voilà, globalement, en fait, j'étais en bonne santé, je suis toujours en bonne santé. Et finalement, tout ça, c'est quelque chose qui est très solide et qui restera de toute façon, quoi qu'il arrive. Et je me rappelle, parce que j'ai relu il n'y a pas longtemps... pour une autre conférence, mes carnets d'entraînement, je notais beaucoup de choses. J'avais même noté une phrase qui était grosso modo comme ça, qui disait de toute façon, que tu gagnes ou que tu perdes, les gens ils se souviennent que des moments où tu gagnes. Donc n'aie pas peur de perdre finalement. Et donc j'ai trouvé ça rigolo en la relisant. Et c'était vraiment un peu cet état d'esprit, de dire de toute façon tout ce que j'ai fait ça ne marche pas.
voilà ce qui m'anime, voilà, j'en suis là. Peut-être mon objectif initial, il était trop élevé, j'étais pas capable de l'atteindre, donc je vais me refixer des petites étapes. Et du coup, je suis allée voir les entraîneurs. Et bon, bah là, ça sert après d'avoir un passé, d'avoir pu faire des belles courses. Et je leur ai dit, ben, donnez-moi une seule chance de me sélectionner, mais là, ça ne marche plus du tout. Il faut que je me repose, il faut que je m'arrête. Donc ça, tu vas les voir en janvier, à un mois des Jeux, à peu près. En janvier, à un mois des Jeux. Et puis bah, après, ils m'ont dit, bah, d'accord, mais par contre, tu restes avec nous. Parce qu'on te connaît très bien et on sait que chez toi, tu vas faire tout sauf te reposer. Donc, je suis restée à poncer le canapé, à poncer la chambre d'hôtel et j'ai poncé jusqu'au sol. Il n'y avait plus rien derrière pour dire que je suis bien restée allongée. Et puis finalement, ça m'a permis de retrouver un pseudo-niveau, on va dire, qui m'a permis de me sélectionner sur les Jeux. Donc là, on est quand même à un mois des Jeux et toi, tu prends 15 jours de vacances, globalement. Ben alors, c'était des vacances un peu forcées. Hein. Je ne peux pas dire que c'est les meilleures vacances de ma vie parce qu'il faut imaginer qu'on est dans un contexte de compétition. Donc, on voit les collègues courir, on voit les performances des collègues. Et quand on est compétiteur, ben, on ronge notre frein. On a les dents qui rayent le carrelage. Et c'est vrai que c'est... Enfin, voilà, on se sent finalement pas appartenir à ce milieu dans lequel on aimerait être. Et pour autant, j'avais tellement pas le choix de faire autre chose que, en fait, je me suis réellement reposée à rien faire. Voilà. Ok, donc là, tu te reposes. Tu arrives à négocier ça avec tes entraîneurs qui te disent « Ok, t'es avec nous pendant ces 15 jours-là ». Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce qu'on est encore... Bah, du coup, il y avait des nouvelles règles du jeu. C'est-à-dire, on te donne la chance sur une course. Si tu es devant, on t'emmène. Parce que j'ai plutôt un passif d'athlète ou un profil où moi, j'étais meilleure sur les relais. Les relais qui sont nos courses par équipe. On est une discipline individuelle, mais on a de la chance d'avoir les relais par sexe et les relais mixtes qui nous permettent quand même de créer beaucoup de cohésion de groupe et puis d'avoir... c'est toujours une émotion différente de pouvoir gagner en équipe. Et moi, j'étais plutôt meilleure en relais. En fait, j'ai accepté plus facilement la pression qu'on peut avoir d'une équipe. Voilà, je me suis repassée un peu plus en relais. Et du coup, je pense que ils avaient ce souvenir de ça et de se dire, j'espère qu'elle retrouvera un niveau pour pouvoir être une des relayeuses. Voilà, c'est juste ça la raison. Et finalement, ce jour J, j'étais devant, j'ai pas gagné la course, hein, je vais pas vous raconter n'importe quoi, j'ai retrouvé un niveau, j'étais dans les 10 et, en Coupe du Monde et du coup j'étais devant finalement les filles qui j'ai pris la place en fait, hein, les autres collègues françaises et du coup je suis partie dans l'avion comme ça, voilà. Okay, donc, soulagement. Direction les Jeux Olympiques, soulagement, tu es dans l'avion. Comment ça se passe au jeu du coup pour toi? Au jeu, ça se passe bien. C'est un peu mon seul regret, c'est que du coup, moi, j'étais sélectionnée uniquement pour le sprint. Alors, en biathlon, il y a beaucoup de formats de course. Hein. On a beaucoup de chances de faire des médailles, en fait. C'est pour ça qu'on a beaucoup de médailles, en fait. Donc, du coup, on a le sprint, la poursuite, la mass start, l'individuel, les relais dames. On a 6 chances de médailles, en fait, au jeu. Et moi, j'étais sélectionnée uniquement pour le sprint dame, qui conditionne après le départ de la poursuite, et puis pour le relais dames. Et sur le sprint, je termine 4e à 5 secondes. Bon, j'ai continué à me reposer, en fait. Hein, ça marchait bien. Donc, du coup, j'ai continué à me reposer jusqu'au jeu. Et finalement, je termine 4e à 5 secondes. Et c'est la seule course où, même si on dit avec des scies, on coupe du bois, je me dis, si j'y avais un petit peu plus cru, 5 secondes, c'est rien. Mais après, bon, c'est un faux état d'esprit. Disons que j'avais plus forcément les mêmes objectifs qui n'étaient de ramener une médaille en allant sur ces Jeux, vu le déclin de performance. J'avais plus l'objectif de faire honneur en fait aux personnes de qui j'avais pris la place. Donc de ne pas complètement foirer la course. Et puis j'avais l'objectif d'être bonne sur le relais. Voilà. Et finalement, cette 4e place m'a permis de me sélectionner aussi pour la mass start, pour le relais mixte, parce que je n'étais pas sélectionnée pour le relais mixte. Puis après, je vous présente pas Martin Fourcade, je pense que ça vous parle à beaucoup de monde. Lui, c'est cool, quand on est dans son équipe, on ramène de l'or. Donc voilà. Et du coup, finalement, je sors finalement de cette période, de cette mauvaise passe, en étant complètement persuadée que de toute façon, j'avais mangé ma feuille. C'est-à-dire que j'étais plus capable d'aller au-delà. J'étais en déclin physique total et j'ai arrêté finalement ma carrière en ayant la chance de sortir par la grande porte. Grâce au repos, grâce à ces prises de conscience-là, grâce au cheminement de fait et aussi à l'entourage. L'entourage est très, très important dans ces périodes-là. Et du coup, après, la suite a commencé.
en 2018. Avec effectivement ta nouvelle vie professionnelle. Alors si on prend un peu de recul maintenant, cette mauvaise passe, déjà tu dirais qu'elle a duré combien de temps au final? Après, je vous en passe une, mais globalement, dans une carrière, il faut imaginer que quand on fait 15 ans de biathlon à haut niveau, il y a plein de moments où ça se reproduit. C'est juste que plus on est médiatisé, en fait, plus on est monté haut, plus on tombe de haut. Et c'est peut-être ça qui est plus dur à gérer, en fait, après, quand on a des grosses contre-performances, c'est que sur des ans, le sport de haut niveau, voilà, c'est médiatisé, le biathlon, c'est médiatisé, et que quand on a l'habitude d'être sur le devant de la scène et d'un coup, on n'y est plus, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on s'est construit qui sont finalement, qui ne sont pas nécessaires, en fait, qui ne sont pas essentielles, qui viennent de par la médiatisation, de par la lumière, etc., mais qui ne sont pas l'essence même de ce pourquoi on fait du sport. Et je trouve que l'échec, enfin, en tout cas les contre-performances, apprennent énormément ça, en fait, à savoir qui on est, à se connaître et savoir ce qui nous anime profondément. Et ça, je pense que c'est un héritage que l'on a, je pense que tous les athlètes ont, qui est de ne plus avoir peur, quelque part, de se lancer, de se mettre à nu, de se confronter justement à des fois un classement et puis un objectif qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas. Ok. Et du coup, au-delà de tout ce que tu nous as déjà partagé, là, en particulier cette mauvaise passe-là, quels sont les ingrédients, les éléments qui ont fait que tu t'es retrouvée dans cette situation? Et peut-être avec le recul, une deuxième Marie dans une autre vie, du coup, forte de ça, elle fait autrement. Quels sont les éléments qui ont conduit à cette mauvaise passe-là? Moi, clairement, c'est la fatigue, c'est la sursollicitation du corps, parce qu'en fait, un athlète, c'est juste des muscles, hein, c'est pas de cerveau. Mais donc, c'est vraiment cette sursollicitation du corps qui a conduit à cet état-là, qui finalement, en fait, il faut des années pour se relever d'un surentraînement. Il y en a qui s'en relèvent plus facilement que d'autres, mais voilà, en fait, c'est vraiment, on s'en relève. Quand on dit qu'on a mangé sa feuille, c'est pas tout à fait vrai. On s'en relève, mais des fois, ça prend énormément de temps et c'est un temps. En fait, le sport de haut niveau, c'est quand même une balance, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un investissement, il y a des résultats derrière. Quand c'est équilibré, ça marche bien. À un moment donné, quand le côté investissement pèse trop lourd par rapport aux résultats, ça marche plus du tout. Et c'est dans ça qu'en fait, on se remet en question et c'est ça qui motive les arrêts de carrière aussi souvent. Mais voilà, je dirais que maintenant, enfin, moi en fait vraiment, si je tire à profit finalement de ces échecs-là, c'est déjà de me connaître, c'est déjà de savoir ce qui est immuable, c'est-à-dire, comme je vous le disais, la santé, un socle solide, la sphère émotionnelle qui doit être accompagnante et qu'on doit justement entretenir en tant qu'individu pour... voilà, moi j'ai fait ma carrière avec une petite fille. Si j'étais jamais là, si j'étais jamais maman quand j'étais vraiment à la maison, je pense qu'à un moment donné, elle en aurait eu vraiment marre, alors que finalement tout s'est bien passé. Et c'est en ça qu'on veut dire, c'est nourrir ce qui nous nourrit en fait finalement. Et puis après, c'est oser et quelque part, c'est jamais un parcours qui est rectiligne comme on l'a imaginé. C'est peut-être des montagnes russes avec des hauts et des bas, mais c'est un héritage que l'on garde après avec soi. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des solutions. Elles ne sont pas forcément celles qu'on avait imaginées, mais il y a des solutions. Il y a des personnes ressources, il y a des moments clés qu'on peut aller chercher. Voilà, je pense que la remise en question est vraiment nécessaire aussi. Enfin, je parle vraiment de sport, mais après, à vous de faire les parallèles. Mais un athlète se remet en question de façon... Enfin, voilà, c'est permanent, quoi. Voilà. Ok, merci. Ce soir, c'est la nuit de la résilience. Pour finir, peut-être, ce serait quoi ta définition de la résilience? Eh bien, c'est malgré toutes les perturbations d'arriver à rester soi-même. Et du coup, voilà, encore une fois, hein, c'est vraiment savoir se connaître, savoir ce qui nous anime, ce qui nous motive. Et après, tout le reste, c'est des expériences qui vont arriver. Et parfois, le chemin est long. Parfois, il est plus ou moins mouvementé. Mais en tout cas, c'est une richesse en fait, qui nous accompagne après. C'est des ingrédients que l'on a, en fait. Et c'est des tiroirs que l'on remplit au fur et à mesure d'une expérience. Et j'ai que 37 ans, mais... Voilà, j'ai encore plein de cases vides que je cherche à remplir. Mais en tout cas, c'était une sacrée expérience finalement, ça m'a énormément appris sur moi-même, le sport de haut niveau. Et je peux que conseiller d'oser faire tant qu'on a la santé. En fait, le reste, c'est du jeu.
Continuons à nous amuser. Okay. Voilà. Un grand merci, Marie. Merci à vous. Eric, je te laisse la main.